la couleur, le triomphe de la couleur qui chante, la couleur qui danse. Mais elle a su garder une indépendance, une fulgurance bien à elle, elle est farouche. Elle ne se laisse pas prendre. On la croise, mais elle est déjà ailleurs quand on la croise. Mon nom est Céline Goudreau, je suis une artiste en art visuel. Alors, je fais de la peinture et de la gravure depuis une trentaine d'années. Il y a à peu près 6-7 ans, je l'ai revue dans un vernissage à Val-David. Puis on a jasé, puis elle m'a dit, bien, viens l'été, viens peindre chez moi en Gaspésie. Kitty est très nomade. Elle a une personnalité très particulière. C'est quelqu'un qui est là, pour qui la création, c'est très, très important. Il y a quelque chose de très naturel et de très, peut-être primitif qui se passe. En tout cas, moi, quand j'y vais, c'est quelque chose que je me retrouve, puis on dirait que je retrouve mon essence très facilement. Puis quand j'arrive dans l'atelier, ça se passe tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe, mais l'inspiration, elle est très facile à avoir parce que c'est un lieu inspirant. Il y a la présence de Kitty qui est autour. Bien, ce qui m'a amené dans l'île Bonaventure, j'avais pris des photos des oiseaux. Et puis, j'ai jamais compris pourquoi. Bien, ça m'avait tombé dans l'œil, ces photos-là. Et puis, j'avais décidé de venir ici. Puis, par hasard, j'avais un ami qui était très ami avec quelqu'un qui restait dans l'île. Le monsieur m'a trouvé une maison. Il fallait qu'il me trouve une maison parce que dans l'île, il y avait très peu de maisons qu'on pouvait louer. Il m'avait trouvé une ancienne maison des M. Brochet, je crois, et puis qui avait été abandonnée depuis longtemps. C'était pas très confortable, mais ça fait rien. J'ai passé un été là avec ma fille. Et puis j'avais un ami sculpteur qui venait me voir assez souvent. À l'automne, c'est ça, c'est que je voulais pas retourner à Montréal. Alors, il y avait une dame qui devait me prendre à Percé, finalement. Il y avait une grosse famille dans l'île qui s'appelait les Maloney. Et puis, il y avait Agnès Maloney, il y avait Sid Maloney, Walter Maloney. Et puis, elle m'a offert une chambre avec ma fille chez elle. Alors, c'est comme ça que je suis restée là. Et puis, entre-temps, c'est ça, Morton, qui était mon ami, il avait vendu beaucoup de toiles. Alors, j'ai pu acheter un terrain dans l'île. C'est une histoire de fou, hein? Kitty had bought this piece of land from the Maloneys down away from the wharf, you know, a couple of miles down there. I think the property had originally belonged to their uncle, James Williams. And she had bought a barn. I forget whose barn it was. She bought this barn that was trying to fall down, and she and Walter took it apart. Okay. And Jerry, who had the only transportation there with an old horse, he brought all the wood down to the site. It was like 2 miles away. Okay. And when I arrived, they proposed that I build this building. Sid was originally supposed to build it, but then he copped it. So they talked me into doing it. And we had no money. There was no money. And
so James Williams' house was an abandoned house right near the site. And apparently they went and they took out all the furniture and threw it over the cliff. Kitty whitewashed the place, you know, just to sanitize it. And we stayed there in that house and start building the house. J'ai pu acheter un terrain dans l'île de Sydney, qui n'avait jamais rien vendu, mais en tout cas, il m'a vendu un bout de terrain à l'autre bout. Puis là, il y avait une grange où je peignais, puis où M. Urtubise avait peint. Et puis, on l'a démoli pendant l'hiver. On a numéroté tout le frame, là, qu'ils disent. Et puis, j'ai rebâti au bout de l'île, sur mon terrain. C'est comme ça que ça a commencé. Ben, ensuite, c'est ça, on est revenu à chaque été pendant 12 ans, je crois. Et puis, après, on a été exproprié. Puis là, j'ai recommencé à bâtir à Pointe-Saint-Pierre. Une île, c'est spécial. Now, when she had first arrived from Paris, her paintings were very abstract. They were like these politely abstract things. Then I guess she didn't paint for those couple of years where she had no studio. Well, she spent that summer and winter on Bonaventure Island, and then I think in the spring came back with all these paintings, and it was like full blown. The imagery, the birds, the monsters, the fish. There was this explosion of this work, and all that vocabulary emerged, and has never stopped. Yeah. So there's no correlation between the two things. Okay. Yeah. It's amazing how. Well, she once said that her paintings are a manifestation of her nightmares. Like they're totally normal. They just come out, you know. La famille Maloney, c'est spécial aussi. Puis c'était comme un peu ma famille adoptive. Alors, si j'avais besoin de couleurs, ben, j'allais jusqu'à Montréal, je faisais un petit voyage, puis je revenais ici. Ou je revenais à Percé. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à faire des toiles qui étaient complètement différentes d'avant. J'ai commencé à faire des gros bonhommes. Je me suis toujours demandé pourquoi je faisais des gros bonhommes. Puis à un moment donné, j'ai pensé que c'était peut-être à cause des Maloney, qui étaient grands et forts et gros. Je me dis que c'était à cause d'eux, j'ai commencé à faire des gros bonhommes. Oui, mais quand tu as commencé tes bonhommes, là, est-ce que tu étais déjà à l'île Bonaventure? Oui, surtout. C'est là que tu t'as vraiment démarré. Hein? Oui, oui. C'est là que j'ai trouvé un style aussi. Hein? Oui. Moi, je pense que oui, ça a été déterminant pour toi. Oui, la Gaspésie, ça a été quelque chose. Oui. Il y avait tout le contexte. Il y avait aussi vaguement, tu sais, je me rappelais vaguement d'avoir vu des choses du buffet. Ouais. Mm-hmm. Et puis j'avais vu des choses à Paris de Cobra. D'où l'idée de Beau Monde ou L'Homme Nouveau. Ah oui, peut-être. Ouais. Ça, c'était du buffet, là. C'était dans l'air. Oui, oui. Oui, vraiment, t'avais... C'est ça, tu avais des références différentes. J'avais j'avais ce que j'avais trouvé à Paris. Mais c'était un peu dans l'air, les gros bonhommes, parce que du buffet en faisait depuis longtemps, puis il y avait le groupe Cobra aussi, puis c'est l'influence des enfants. La présence des animaux, oui, c'était surtout la présence des oiseaux aussi. Hein. Parce que ce qu'on voyait toujours, les principaux animaux, c'était des oiseaux. Alors j'ai fait beaucoup de peintures aux oiseaux. Mais par la suite, c'est ça, tu sais, il y avait aussi des animaux dans les autres parties de la Gaspésie. Il y avait des chevreuils, j'ai fait beaucoup de chevreuils à un moment donné. Je faisais des serpents, mais ça, c'est à cause des voyages. Mais je sais pas, c'est en 80 que j'ai fait un grand voyage en Amérique du Sud. Puis là, ben, ça a été d'autres sortes d'animaux. Puis les Indiens. C'était pas les autres Maloney qu'on venait voir, c'était toujours Walter. Et malheureusement, quand ils ont été expropriés, je crois que 2 ans après, il est mort d'une maladie de cœur. Ben, moi, je commençais à être plus âgée, puis je trouvais ça très dur. C'était dur pour mes enfants aussi. Hein.
de toujours trimballer la nourriture, tout trimballer, parce qu'on arrivait au pont qui était à peu près vis-à-vis d'ici à ce moment-là. Puis on montait des gros escaliers, puis il fallait marcher 1 kilomètre ou un peu plus qu'1 kilomètre pour arriver chez moi. Alors c'était énormément de travail. Ma grande amie Kitty, elle était également une bonne amie de mon mari, Sidney Maloney. Nous possédons beaucoup d'œuvres de Kitty ici à Coin-d'Iban. Plusieurs sont installées sur les murs de nos chambres, de notre salle à manger, de notre restaurant, un petit peu partout. Ça met beaucoup de cachet et de vie. L'auberge dans les tableaux de Kitty, ça ne serait plus l'auberge. Si arrête de parler, on va faire le cancan. Et là, il va mettre des voix. Je l'aime vivante telle qu'elle est. Et Sid m'a tellement parlé d'elle en bien. C'était une grande, grande amie de l'île. Je pense que Kitty est bien respectée des gens, mais partout au Québec d'ailleurs. Elle expose souvent au Chafaud, c'est le musée de Percé. Elle connaît les gens du musée de Gaspé. On la visite, on l'estime et on l'admire beaucoup. Et le directeur, M. Lebru, a toujours des peintures de Kitty. C'est des œuvres sur papier. J'ai rencontré Kitty Bruno dans les années 80, quand je travaillais à ce moment-là avec Suzanne Guittet au Centre d'art de Percé. Ça a toujours été un grand bonheur, et c'est encore, de pouvoir travailler avec une artiste de cette envergure-là, qui s'efface vraiment là, devant son œuvre. L'œuvre de Kitty Bruno est un univers, en fait. Un univers de création, une force exceptionnelle. Et ce qui était intéressant et qui m'a incité à m'intéresser, c'est que chaque œuvre, en fait, est une sorte de poème. Et pour ne pas dire une symphonie, quand on regarde la richesse, en fait, des coloris, des formes, Il y a un tableau ici qui s'intitule « La vie passe », qui date de 2005. On retrouve 3 voiliers, 3 voiles, à l'intérieur desquels passe l'image, l'autoportrait de Kitty, de ses 2 filles, très schématiquement, des figures totémiques, emblématiques. À l'arrière, l'île Bonaventure et à l'avant, l'eau. Et ces mots qui sont tissés dans la couleur, la vie passe, la vie passe, la vie passe. Mais Kitty, c'est quelqu'un qui est extrêmement... est très intuitive. Puis elle a vraiment... Tu sais, comme un talent naturel pour se saisir des formes, se saisir des images, puis les remettre sur la toile. Puis elle a vraiment un sens de l'esthétique qui est extrêmement juste. T'sais. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai l'impression que c'est comme naturel ou intuitif. C'est pas quelque chose qui a été longtemps réfléchi, parce que sinon ce serait plus cérébral. C'est les gens qui interprètent ce qu'ils veulent. Mais je trouve que cette toile-là, ça pourrait être moi puis mes 2 filles.
puisqu'il y a 3 têtes. Et puis une île derrière, alors ça pourrait être l'île. Les bateaux, ben, il y a toujours des bateaux. Des mouettes, il y a toujours des mouettes quand je suis en Gaspésie. Elle paye ce qu'elle voit. Et qu'est-ce qu'on voit quand on vient en Gaspésie? On voit des oiseaux, on voit des bateaux, on voit des diables, parce qu'il y a des... comment dire? Il y a des légendes, notamment, qui viennent de l'île Bonaventure. Tout est en étroite relation avec le paysage de Percé, de sa région, et la vie, en fait, des habitants de la place. Et je crois qu'elle est très respectée par les gens du milieu. C'est une femme, en fait, très effacée dans le sens réservé et tout ça, mais qui est admirée par les gens du milieu, parce qu'ils sont conscients que son œuvre, en fait, qui, même si elle n'a pas toute la notoriété qu'on voudrait bien qu'elle ait, a quelque chose de très fort. Quand j'étais petite, tu sais, j'avais beaucoup de rhumatisme. Puis le docteur avait dit, ben faites-lui prendre des cours de danse. Puis par hasard, il y avait une dame qui donnait des cours juste au coin de ma rue. Et puis, ben, je suis allée là pendant plusieurs années. Et puis à un moment donné, mes parents ne voulaient plus que je danse, parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas bien dansée, la danse classique. Puis je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, parce que je suis allée aux Beaux-Arts. Ben, aux Beaux-Arts, j'ai appris à fumer, à boire. Alors, j'ai arrêté, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'ai arrêté un peu de la danse, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai recommencé. Pourquoi Paris? Puis il y avait des écoles de danse intéressantes. Alors, j'étais rentrée là-dedans. Ben ça, tu sais, je passais des auditions. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. OK. Et puis là, ça avait marché, par hasard. Mais j'avais eu un enfant, puis j'étais plus capable d'aller prendre des cours, puis j'étais une mauvaise danseuse, c'est épouvantable. Parce que je m'entraînais pas, puis j'aurais voulu aller prendre des cours comme avant. Avant, j'étais arrivée assez bonne, tu sais. Mais à un moment donné, ça a tout foiré parce que j'ai eu un enfant. Quand je suis née en 1954, Kitty dansait à Paris avec les ballets de l'Étoile de Maurice Béjart. Alors j'ai arrêté, un bon jour j'ai arrêté, puis là on est parti habiter en dehors de Paris, on est parti à Carrière-sous-Bois, qui était vraiment la campagne, puis c'était très très joli. Puis là j'ai recommencé à faire la peinture dehors. Je partais avec ma fille, avec son comment on appelle ça? Son landau. Son landau, puis je mettais des feuilles de plywood, là, puis j'allais peindre dehors. Mais à un moment donné, j'ai arrêté beaucoup de peindre. Parce que je suis en allée en Haïti, puis j'ai eu une fille, puis tout ça. Puis là, on était dans la grosse misère, tu sais, avec mon mari haïtien. Puis là, j'ai pas peint pendant quelques années aussi. Puis là, je me rappelle que je cherchais pas mal, tu sais, comment revenir. Et puis, c'est dans les années 70, j'ai recommencé tranquillement. La danse a sûrement influencé l'étoile que je faisais à ce moment-là. On n'avait pas beaucoup d'argent, puis à un moment donné, j'ai habité chez mes parents. J'avais un petit atelier, puis j'ai commencé à faire la peinture complètement abstraite pendant 2 ans. J'étais influencée de Vera da Silva. Là, je faisais comme des villes d'avions, des villes d'en haut. Et puis, c'est ça, j'ai fait ça jusqu'à temps que je vienne en Gaspésie. Tous les étés. Alors, tu sais, partir, des fois, elle va partir de Calgary pour venir en Gaspésie. Un autre jour, elle va partir de Shanghai, des Indes, parce qu'il y a cette dimension-là chez elle, hein, le voyage. Quand je suis arrivée au Guatemala, c'était le début de la petite guerre.
on voyait beaucoup de... Je ne sais pas si c'était une armée ou c'était seulement des policiers, mais ils étaient partout avec des fusils. Ils contrôlaient tout. Mais j'ai fait très peu de toiles politiques. À Tokyo, ça c'est intéressant. Je suis restée 3 ou 4 mois, je pense. Et ça, c'était une bourse pour aller au Japon. J'avais une bourse de... Ouais, j'ai eu 2 bourses, là, j'étais chanceuse. Et après ça, on est allé en Chine. C'était la Chine, là, qui n'y avait pas beaucoup de touristes, très, très peu de touristes. C'était juste l'ouverture de la Chine. Hein. Et finalement, tu as passé beaucoup de temps en Chine Ouais, avec le ouais. temps, là, quand Ouais. on regarde ça. J'ai passé 4 hivers. 4 hivers. Ouais. Puis là, j'ai travaillé, j'apportais toujours du papier, puis je travaillais. T'sais. Mais Sainte-Adèle, mon père il a décidé un bon jour qu'on s'en allait 2 ou 3 mois, puis on allait à Sainte-Adèle, mais je ne sais pas, aucune idée. Moi, j'avais 15 ans. Et puis, il a commencé à bâtir une maison en bas des côtes. Puis après ça, il en a bâti une 2e, une 3e, une 4e, une 5e, une 6e, une 7e, etc. Et puis, je suis restée à Sainte-Adèle tout ce temps-là, à part les voyages, puis les endroits où je suis restée. Mes parents étaient toujours là jusqu'en peut-être 85. Alors, ça fait tout de même 40 ans. Puis, à un moment donné, je sais que j'avais envie d'essayer de vivre à Val-David. Ça me plaisait beaucoup, Val-David. Et puis, j'ai construit une maison dans une impasse. Bien, c'était une vraie impasse parce que je ne suis pas restée là longtemps. J'ai habité la maison pendant une semaine, puis je suis partie. Mais je reviens souvent à Val-David, toutes les fins de semaine. Puis je ne peux pas dire que, le Nord, ça m'a inspiré tout de même. J'ai fait des très grandes toiles. Du temps de mon agent d'Ottawa, elle a des très grandes toiles de forêt. C'était les Laurentides qui m'inspiraient. Mais en général, c'était plus... ici, en tout cas, c'est l'Inde. Les gravures dans l'œuvre de Kitty Bruno sont innombrables et surtout, elles sont très significatives de sa manière de faire. Ici, nous avons Cali Génération 4, une œuvre de 1990 que j'ai mis un peu en contrepoint avec India, cette immense toile de près de 20 pieds de largeur. On voit toute la richesse du trait, de la couleur, encore une fois, et tous les espaces qui se superposent les uns aux autres, et ce visage qui transparaît, qui transfigure, qui réapparaît, qui revient constamment dans une bonne partie des œuvres de Kitty Bruno. Kitty a fait beaucoup de gravures sur bois, mais il faut dire que sa grande amie était Janine Leroux-Guillaume aussi. Ouais. Qui était réputée comme graveur. C'est ça ici, l'huile de bébé. L'huile de bébé, là. Ça, c'est l'huile fine, c'est l'huile de lin. Nettoie, lui. Ça, c'est très bon, ça. C'est ça que tu fais. Oui, mais là, on a fait juste un essai. Alexandra Desvenel, elle me l'a fait connaître d'ailleurs. Et c'était pour elle une inspiration, cette femme qui était une aventurière des débuts 1900 ou fin 1800 et qui avait pénétré au Tibet par le côté nord du Tibet en traversant les montagnes chinoises. En arrivant à Dharamsala, ma première idée a été d'établir un contact avec les Tibétains. À l'Institut d'études dialectiques, nous avons rencontré Sandrup, qui a bien voulu nous servir de guide et d'interprète. Les bateaux, là, en Inde. Ah oui, 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 oui. T'as même dessiné l'Inde, hein? Le sang, là, c'est comme la forme de l'Inde. De l'Inde? Oui, c'est pas voulu. Ouais. C'est allé comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est comme les carcasses. Les formes noires, c'est comme les carcasses de bateaux.
Ton style, il change jamais, hein? Hein? Ton style, il reste le même. Comme Picasso, il y a eu une période de ci, une période de ça. Toi, t'as-tu eu des périodes? Oui, les années 60, c'était quelque chose. Et puis les années 70, c'était autre chose. Et puis les années 80, ben, ça a dû être autre chose aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu mélanges tout. Oui, on mélange tout. On mélange tout. On le voit d'ailleurs dans les œuvres où au fur et à mesure qu'elle avance, ça ne se simplifie pas. C'est toujours très complexe, très nuancé, très fouillé, tout en ayant cette espèce d'élan. On a l'impression que c'est sorti de source, alors que ça vient de loin. C'est que la composition, le choix des formes, des sujets fait un tout, et c'est là qu'on est devant quelque chose d'intensément poétique. C'est une femme magnifique, elle est très belle. Et elle a gardé ce regard que j'avais vu dans les yeux de Marcel Ferron quand je l'ai rencontré. Le même genre de regard de quelqu'un qui a vu, qui voit, puis qui dit rien, mais qui voit. La vitalité débordante de la démarche, de la peinture, des gravures de Kitty Bruno est quelque chose qui est excessivement important. Ça vient chercher le spectateur, ça vient toucher notre âme. Pourquoi? Fort probablement parce que Kitty Bruno a travaillé toute sa vie avec la couleur, le triomphe de la couleur qui chante, la couleur qui danse. De voir comment tu travailles toujours par terre. En général, je les commence par terre, puis éventuellement, je les mets sur le mur pour mieux avoir une vue d'ensemble. Mais c'est agréable par terre parce que tu peux travailler tout autour, hein? Tu peux bouger, puis c'est comme une danse. Tu peux danser autour de ta toile, et tu les vois de tous les côtés. Moi, j'ai pas l'impression que Kitty, c'est une femme de 84 ans, mais qu'elle a quelque chose d'un peu enfantin ou d'un peu gamin. C'est pas qu'elle est immature ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire qu'elle est impulsive comme un enfant. Elle va dire les choses aussi un peu comme un enfant. Si c'est positif, elle dit. Si c'est négatif, elle dit. Elle n'a pas de filtre ou pas de censure. Puis quand elle veut quelque chose, elle manifeste. Puis c'est ça, un peu comme si elle avait gardé sa naïveté d'enfant. Puis on le voit un petit peu dans ses toiles, j'ai l'impression aussi. C'est vrai que ma mère a un côté émerveillé, en fait. Toujours l'impression qu'elle a une façon de voir, de trouver l'humour dans les choses. Je pense qu'elle m'a donné son côté humoristique. Pour la peinture, je le sais que quand j'étais petite, il y a des gens qui avaient écrit, je ne sais plus, dans un article, qui avaient écrit « Ah, il s'inspire des dessins de sa fille ». Je ne sais rien faire d'autre, à peu près, que barbouiller, tu sais, faire la peinture. À un moment donné, je disais « Non, je ne barbouille pas comme les enfants, parce que les enfants, eux autres, ils dessinent. » Mais c'est vrai qu'elle a un côté émerveillé. Elle est très souple pour son âge. Elle est petite fille. Des fois, elle n'est pas très de bonne humeur. Puis tout à coup, elle se met à rire. Elle n'est pas comme les autres femmes de son âge, quoi. Elle me dit souvent « Ah, tu trouves ça beau, ah, ça te plaît, ah, ça t'intéresse », alors que je suis toujours fasciné par la moindre des œuvres. Et Kitty, c'est toujours... elle nous renouvelle dans le sens que, malgré, je n'ose pas dire ça comme ça, malgré son âge avancé, elle est d'une fraîcheur éblouissante, étonnante. Un beau celui-là, hein? Ah oui. Je pense que c'est mon plus beau. Il est magnifique. Les gens qui achètent des tableaux Kitty, c'est soit des collectionneurs avertis qui sentent que le marché va se diriger vers des artistes un peu moins connus, ou des gens qui sont un peu plus néophytes, qui sont attirés par la couleur puis la vie. J'ai rencontré Kitty à travers son travail, mais par la bande latérale, parce que j'avais un ami
Rodrigue Lemay, qui dans les années 60 m'a initié à l'œuvre de Kitty Bruno. Il y avait ce monsieur qui est un passionné des arts qui, en revenant à Ottawa, me montrait ces œuvres-là, puis en même temps la qualité des impressions. Puis en même temps, il me sortait les Kitty Bruno qu'il venait d'acheter. Parce qu'il en a acheté jusqu'à la fin de sa mort. Jusqu'à la fin de sa mort, c'est une façon de parler. En fait, il est encore en vie dans ce qui me concerne. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il a toujours été loyal et fidèle à son cheminement. Tu sais, il y en a qui achètent, puis après ça, ils s'assoient là-dessus, puis ils ne bougent plus. En tant que collectionneur, c'est d'aller chercher des œuvres où l'artiste va tout de suite transposer sur son œuvre ses sentiments. Donc, toute l'énergie qu'elle a au bout de ses bras, à l'intérieur d'elle-même, elle va les transposer aux œuvres. Donc, c'est ce qui vient me chercher, plus qu'une démarche artistique qui va expliquer qu'est-ce qu'une œuvre est et pourquoi elle existe. Avec les œuvres de Kitty, on peut tout simplement la regarder et on voit automatiquement pourquoi elle existe, parce que Kitty existe. Kitty Bruno, entre autres, qui est d'un grand calibre pour moi et, selon mon opinion, sous-évaluée, des œuvres qui devraient se vendre beaucoup plus cher en galerie ou à l'enchère. Dans les années 80, que tu as eu une agente. Oui. Ah oui. Ça a changé beaucoup. Ça a changé ma vie, ça. Mais surtout au point de vue argent, parce qu'elle pouvait mettre, tu sais, elle pouvait dire, bien, cette année, ça vaut ça, mais l'an prochain, ça va valoir plus, tu sais, puis elle donnait une cote. Ouais. Tandis que j'avais jamais eu de cote avant, c'est sûr que moi, je vendais toutes mes affaires pour 1 000 tu sais. Ouais. N'importe quoi, c'était 1 000 My name is Mitzi Bidner. I was Kitty Bruno's agent and dealer from 1977 to 1986, 87, and then again from 1990 to 92. I handled her work. I went to see her in her studio in Montreal, and of course her works are very powerful, and I fell in love with her work. She said, I'd like you to buy all my year's production. I said, well, how much do you want for it? She gave me a price, and I said, fine, I'll take it. And from that year on, I bought all her production, all her works on canvas. I bought all of it. And I sold it in my gallery, and I made a lot of collectors that collected her work. Her work is powerful. She's a primitive painter with a very strong message. She tells her dreams, her fantasies, and her biography in her paintings. Mon nom est Franz Roussel. Ma famille représente le travail de Kitty Bruno depuis 25 ans. Mon travail consiste à représenter l'artiste, défendre son travail et la présenter à des gens qui ne la connaissent pas nécessairement, que ce soit à Québec, à Toronto ou à Ottawa. Ça ne prend pas beaucoup, vous savez, pour que ça décolle. Une enchère qui a un petit tableau que 2-3 personnes vont désirer, et puis boum, 20-30 000 $, et là, ça part. Depuis les années 70, on ne parlait plus de toi. Non. Et ça, c'était extrêmement important parce que c'est ça le fichu problème pour les artistes, c'est que si quelqu'un n'écrit pas, t'existes pas. T'existes pas. C'est terrible. C'est aussi simple que ça. Mm. Tu sais, ta peinture, La femme à la tortue. Et dessus, elle a comme un oiseau. Un oiseau. Et tu m'avais dit qu'au fond, tu trouvais que tu évoluais pas assez vite. Et puis, derrière l'oiseau... Pour devenir un oiseau. C'est sûr que ça correspondait aussi à toute ta recherche spirituelle, puis cette démarche-là. Puis... Mais ta peinture a toujours été très liée à ta vie, ce que tu cherchais fondamentalement. Ah oui, j'ai dit ça souvent. Ma peinture, c'est mon journal. Ben oui, ma peinture, c'est mon journal. Je la porte en moi. C'est comme mon journal. C'est ma vie, je la porte en moi.
Pierre-Léon Tétrault est venu faire des ateliers quelques années en Gaspésie, quelques étés. Je suis allé la voir à son atelier à Pointe-Saint-Pierre. Je trouvais ça extraordinaire. Elle me dit, mais pourquoi qu'on ne fait pas un atelier? Ah, j'ai dit, oui, je peux faire un atelier. À cette époque-là, je me demande si j'ai fait 2 ans ou 3 ans comme professeur au département de peinture à l'Université d'Ottawa. Puis je faisais de l'animation parce que j'avais une classe de peinture. Puis elle dit, mais pourquoi tu ne viens pas faire un atelier? On ferait quelque chose ensemble. J'ai dit, oui, ça me plairait. Puis ça a été extraordinaire. Le lieu est fantastique. C'est en contact direct avec la mer, la nature. C'est isolé, il n'y a pas grand monde autour. Puis c'est des ateliers qui étaient très joyeux, très libres, mais en même temps, il y avait comme du coaching et de Kitty et de moi. Ensuite, ce fut Gita Kaiserman-Roth, qui était une artiste en art visuel. Elle a travaillé à l'Université Concordia. Gita avait été la professeure de Kitty à l'époque. Il n'y avait pas grande différence d'âge, mais toutes les deux étaient très différentes dans leur façon de s'exprimer. Gita, plus intellectuelle, plus analytique. Kitty, différente. La sensation, la découverte, l'aventure. Une grande dame de la peinture. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est une vraie, une authentique. C'est quelqu'un qui ne suit pas les modes, qui est fidèle à elle-même. C'est une nomade de la création. C'est quelqu'un qui a une vie intérieure, qui a eu un passé dans toutes sortes de directions. Elle était inspirée dans son art et puis la composition de ses peintures par l'École de Paris. Ça, on peut le reconnaître en regardant certaines de ses peintures. Toi, au Québec, là, quand tu es parti du Québec, là, où il y avait, voyons, le groupe de Bordua, puis tout ça, là. Ouais. Et avec eux, il n'y avait pas une si grosse différence d'âge quand même. Oui, mais là. ça comptait, hein? Parce que j'étais aux Beaux-Arts, puis eux avaient des expositions. Je me rappelle, il y avait une exposition chez Gauvreau qui habitait sur la rue Sherbrooke. J'avais été voir l'exposition, puis ça m'avait emballé, tu sais. C'est une des premières qu'ils ont fait ensemble. Mais j'étais vraiment comme une élève par rapport à des professeurs ou à des gens beaucoup plus âgés que moi. Même si entre Riopelle et l'âge, c'était à peu près 6 ans, tu sais. Mais c'était énorme. Kitty, elle n'a jamais été une automatiste, puis elle n'a jamais été une plasticienne. Elle est d'un autre groupe qui s'est faufilé entre les deux. C'est un groupe qui, à un moment donné, s'est donné un nom et qui s'appelait La Relève. Très souvent, elle se réclame de ce groupe qui n'était pas québécois, qui était européen, qui s'appelle le groupe Cobra. Copenhague, Bruxelles puis Amsterdam, qui voulaient peindre comme des enfants parce qu'ils étaient dégoûtés par les effets de la guerre. Fait que cette naïveté-là exprimait un dégoût de l'être humain, puis on peint comme des enfants parce que les enfants sont purs puis ils n'ont pas d'idées guerrières. Cobra, c'était une école qui était située à Bruxelles, mais c'est pour Copenhague, BR pour Bruxelles et A comme Amsterdam. Et un des leaders de ce groupe-là, c'était Alechinsky. Alechinsky, une forme dans une forme, un peu comme un tapis persan. Ici, on le voit bien parce que le centre est vraiment genre tapis. Et
c'était une forme de composition qui nous est apparue avec Alechinsky, parce que lui, auparavant, ce graveur de Bruxelles faisait de la bande dessinée. Donc, il faisait quelque chose dans des carrés de toutes sortes de grandeurs. Leur façon de travailler et de composer, elle, comme graveur, et Alechinsky aussi, comme graveur, bien, elle l'a traduit dans ses peintures. Il faut dire que dans un de ces ateliers-là, il y a 2 grandes salles, il y en a un, il y a une presse de gravure aussi. Parce que Kitty n'est pas seulement une peintre, c'est une graveur, et avec une réputation solide en gravure. Une grande amie de Janine Leroux-Guillaume et du typographe Pierre Guillaume. Blanc, c'est malheureux. On n'a pas réussi notre affaire. Ah, j'aime pas les couleurs, c'est horrible. Horrible, horrible. Il y a quelque chose qui transparaît toujours à la face de la composition, si tu veux, qui vient de vraiment, là, tu sais, Picasso, puis en tout cas, loin. Il y a quelque chose qui reste de ça. Tandis que tu regardes, prenons Basquiat. Basquiat, c'est toute une autre façon de peindre, tu sais. Tu vois, moi, je ne pourrais pas peindre comme ça parce que j'ai trop connu d'affaires vieilles que lui n'a pas connues. Donc, il n'y a pas d'influence. Ces influences-là, en tout cas. Il y en a d'autres de la ville de New York ou des graffitis qu'il voyait, tu sais. Alors, ça fait tout à fait une autre façon de peindre. Quand on regarde ses œuvres, on peut voir tout de suite dans les tableaux des années 60 une influence de certains mouvements européens. Je pense à Miro, avec son travail qui est extrêmement défini, mais beaucoup d'éléments qui sont en suspens dans son travail, qui sont aériens. Je pense aussi, quand je regarde les œuvres de Kitty Bruno, au mouvement Cobra. Quand je pense au mouvement Cobra, on peut parler de Lindstrom, on peut parler aussi de Corneille, qui a une narration presque naïve, mais avec une gestuelle qui est propre à elle-même. Donc, ce qui est très important dans son œuvre, c'est que oui, elle a su aller chercher quelques éléments, elle a su se faire influencer, mais comme tous bons artistes, elle a su créer sa propre écriture sur un tableau. Pas beaucoup de femmes de sa génération qui ont réussi à vivre de leur métier et qui ont persisté là-dedans, qui ne sont pas tassées, comme on dit, parce que le milieu était surtout pour les hommes, avec tout le refus global, Bortua, Riopelle, Gauvreau, etc. Mais elle a pris sa place, puis elle a continué, puis elle a su, par-delà les obstacles, continuer d'en vivre et de faire sa place. On le voit dans ses œuvres, comment ça se dépouille tout en gardant une lumière qui est bien à elle, avec une signature qui est tellement personnelle et autonome, parce qu'elle a côtoyé dans un paysage où il y avait des grands comme Pellan, Borgia, tout ça, mais elle a su garder une indépendance, une fulgurance bien à elle, elle est farouche. Elle a ce côté, c'est justement ce que j'ai toujours aimé d'elle, elle a un côté farouche. On ne l'approche pas facilement. Elle ne se laisse pas saisir, elle ne se laisse pas prendre. On la croise, mais elle est déjà ailleurs quand on la croise. Mais tu sais, tu peux pas vivre et t'occuper de ce que les autres pensent. Pas possible. Ou bien, il y a peut-être des gens qui font ça, puis ça tourne mal des fois, hein? Ouais. Tu sais, si tu as une mauvaise critique, puis tu en as toujours des mauvaises critiques, hein? Puis tu commences à te sentir bien mal parce que tu as une mauvaise critique, bien, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de se rendre malheureux pour une chose comme ça. Mais à un moment donné, c'est sûr que je ne pourrais plus rester ici, ou je ne pourrais plus marcher, ou je ne pourrais plus respirer, et puis je ne serais plus ici. Quand on regarde l'étoile, il y en a qui sont en train de mourir là-dedans. Kitty va rester dans le paysage, à mon avis,
et son importance est là et elle va prendre de plus en plus de place, je suis certain. Here and now. Here and now. Ici, maintenant, ça me suffit. Je ne veux pas commencer à penser, ben, tu sais, telle chose assez vendue ou assez pas vendue, ou tel prix ou pas tel prix. Je vais être peut-être malheureuse, je pense à tout ça. Parce que ça se vend jamais, tu sais. Pour les femmes, surtout, je peux pas dire que je vais devenir millionnaire tout de suite, là. Non.
Thank you.